Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom du jour. Aujourd'hui, la rédaction de Valeurs Actuelles est à l'honneur. Je reçois Marie de Greff-Madelin et Frédéric Paya. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Vous publiez cet ouvrage, Normes, réglementations, mais laissez-nous vivre, publié chez Plomb. Ma première question à vous deux ou à chacun ou à l'un et à l'autre à la suite. En 66, vous l'écrivez, Georges Pompidou, Premier ministre, s'adresse à Jacques Chirac en lui disant d'arrêter d'emmerder les Français, dénonçant l'inflation des normes, l'inflation des réglementations. Ces normes, il y en aurait aujourd'hui 400 000 du nombre d'œufs qu'un enfant peut manger à la crèche, à la largeur des trottoirs. Qu'est-ce que c'est ces normes, ces réglementations? D'où viennent-elles? Alors, en France, on a toujours eu une propension importante à formaliser. D'ailleurs, c'est quelque chose qui remonte à très loin, puisque même Montaigne et Descartes se plaignaient au XVIe et au XVIIe siècle d'une inflation normative, un des deux disant qu'un pays est bien géré lorsqu'il y a peu de lois d'ailleurs. Donc il y a vraiment un désir de formaliser. Puis alors après, il y a également tout ce qui est changement et alternance politique. Savoir ce que fait un gouvernement, c'est forcément détruit par l'autre. Et si c'est détruit par l'autre, ça passe par des normes et ça passe par des lois. Ensuite, il y a également tout ce qui est le changement du monde. Alors bien évidemment, lorsqu'il y a de nouvelles caméras, lorsqu'il y a de nouveaux appareils photo, lorsqu'il y a de nouveaux instruments, on est obligé d'avoir des normes d'utilisation. Puis il y a également ce qui est souvent une réponse à l'émotion, qui est quelque chose d'assez malsain. C'est-à-dire dès qu'il y a un drame qui se produit, automatiquement, le politique va se dire on va faire une loi, alors qu'il suffit de rechercher, et la loi existe déjà, mais il faut à tout prix que le politique mette sa patte, et c'est encore mieux si la loi ou la norme porte son nom. Concrètement, d'où ça sort ces normes? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est le législatif qui les produit? Alors, il y a bien sûr le gouvernement français, mais au-delà de ça, il y a tout ce qui est directive européenne, donc tout ce que Bruxelles nous impose. Et on voit finalement que toutes ces lois se superposent. Et effectivement, il y a 400 000 normes, il y a 11 500 lois en France, il y a 330 000 articles, 130 000 décrets. Enfin, tout ça, on voit que ça se superpose. Pour revenir sur ce que disait Frédéric et la référence historique à Montaigne, c'est vrai que c'est toujours d'actualité. Quand vous voyez Gaspard Koenig qui est parti sur les traces de Montaigne cet été à cheval en partant de Bordeaux pour aller jusqu'à Rome, il a posté sa première carte postale en disant j'entends le cri des Français qui demandent moins de normes, moins de bureaucratie. Donc on voit finalement que c'est toujours dans l'air du temps depuis des siècles. Et je rajouterais, à la décharge de ceux qui font les normes, c'est toujours, ça part toujours d'un bon sentiment. Il faut toujours protéger. Donc après, il y a le problème du principe de précaution qui fait qu'il y a peut-être on est un peu trop protégé et voilà. Donc c'est un peu le problème. Justement, référence historique, vous citez aussi Tocqueville qui parlait déjà au XIXe siècle d'un État si bienveillant envers ses citoyens qu'il irait jusqu'à les empêcher de vivre pour mieux les protéger d'eux-mêmes. De nos jours, ces gens qui produisent les normes sont de plus en plus nombreux. Comment vous expliquez justement l'augmentation de ce personnel? Alors, pour poursuivre un peu ce que disait Tocqueville, il faut voir aussi, il suffit de voir par exemple le gouvernement, qui est un des producteurs de normes, il essaie d'édicter une espèce de monde heureux dans lequel les Français seraient bien, c'est-à-dire un monde où il ne faut pas trop manger sucré, il ne faut pas trop manger salé, il faut rouler entre telle vitesse et telle vitesse. Donc il y a le gouvernement déjà qui produit des normes. Puis après, il y a des normes qui sont plus locales, parce qu'il va y avoir, par exemple, un maire qui va produire une réglementation locale, mais il y a également aussi les fédérations sportives. Les règles sportives sont des réglementations. Donc, il y a forcément, donc, il y a ce qu'on appelle un peu, c'est une réglementation un peu en silo. Chacun fait ses propres réglementations, ses propres normes, et alors, le gros problème, c'est que personne ne va voir si la norme qu'il produit n'a pas été déjà faite ou ressemble énormément à quelque chose qui a déjà été fait ailleurs, quoi. Et c'est vraiment le problème.
Alors, on a vu que les Gilets jaunes projettent de se réunir de nouveau à partir du 12 septembre. Et vous me disiez avant cet entretien, justement, que l'envie d'écrire cet ouvrage venait du fait que le gouvernement français avait eu l'envie de réduire la vitesse sur... Ça a été le point de départ, effectivement, de notre réflexion sur ce livre. Et c'est vrai qu'on s'est dit que vraiment, alors que ce soit l'instauration d'une réglementation ou d'une taxe, puisque vous vous souvenez que c'était la hausse des prix du carburant également qui a mis le feu aux poudres, on se rend compte qu'effectivement, les Français ne supportent plus finalement cet excès de normes et que la situation peut effectivement très vite dégénérer. Et que vous trouvez encore plus dangereuse. Expliquez-nous pourquoi vous trouvez que c'est plus dangereux de passer à 80 km/h. Alors je ne sais pas si c'est plus dangereux, mais c'est surtout qu'on voit que les résultats ont été contre-productifs. C'est surtout ça qu'il faut voir. En fait, tous ces excès de normes font, alors que ce soit dans le bâtiment, dans l'agriculture, dans la finance, dans tous les secteurs qu'on a passés au crible dans notre livre, finalement, ça part d'une bonne intention, comme le disait Frédéric, mais on arrive à des effets dévastateurs. Et pour rejoindre, tout à l'heure, Frédéric disait finalement, une norme est prise pour protéger la santé des Français, sur l'alimentation, etc. Mais toujours en contrepartie que si vous ne respectez pas la réglementation, vous êtes sanctionné financièrement. On se rend compte en fait finalement que toute norme a un coût énorme et qu'on arrive à des aberrations. Je pense par exemple à un directeur d'un établissement scolaire, d'une école, a l'obligation d'afficher les menus pour que les parents, donc à l'extérieur du bâtiment, pour que les parents puissent voir ce que leurs bambins vont manger. Et bien il y a un directeur d'école qui nous a dit, moi j'avais juste mis sur mon menu Kiri. Eh ben, il s'est fait épingler parce qu'il fallait qu'il mette fromage fondu. Enfin, vous voyez, on arrive à des aberrations et ça lui a coûté, je crois que c'est 300 € par nombre d'élèves en sanction, en amende. Oui, il y a toute une novlangue en plus qui découle de ces normes. Voilà, pour dire vraiment, pour illustrer le fait... Mais autre aberration qu'avait pointé Marie dans notre ouvrage, c'était les grammages donnés aux enfants dans la cantine. Alors, en cours, on va leur apprendre à ne pas gaspiller et on leur donne toujours à la cantine plus qu'ils ne peuvent manger. Donc, ils sont obligés de gaspiller. Donc, c'est toujours un peu une espèce de rapport schizophrénique à la loi, à savoir on fait quelque chose mais on fait l'inverse ailleurs. Cette hausse de la normalisation, quel impact elle a sur les entreprises en France ? Alors pour les entreprises, c'est énorme. On considère que c'est égal à 3 points de PIB. Les normes alourdissent 3 points de PIB. Alors, il y a 60 milliards d'euros. 60 milliards d'euros. Donc, il y a les entreprises qui sont frappées par ces normes et qui sont obligées de suivre, mais il y a également aussi, par exemple, les salariés. Par exemple, si on prend un cas bien connu qui est le pot en entreprise, déjà on sait qu'il y a 4 alcools qui sont autorisés, c'est le vin, la bière, le poiré et le cidre. Et donc ce qui fait que si vous apportez une bouteille de whisky, vous êtes hors la loi. Si vous faites, donc il y a plein de choses qui viennent s'ajouter. Même une bouteille de vin blanc sans avoir des degrés d'alcool. Donc il y a plein de choses qui viennent s'ajouter. Donc tout le monde est, c'est-à-dire que ce soit les stagiaires, que ce soit les personnes qui travaillent, que ce soit les patrons, que ce soit en comptabilité, tout le monde est. Il y a des normes et des réglementations qu'il faut suivre tout le temps et partout. Et vous pointez aussi le poids des lobbies dans l'édiction de ces normes. Justement, vous parliez à propos de ces pots en entreprise. Voilà, il y a le vin, il y a la bière. Les représentants du whisky ont mal travaillé. Les représentants du poiré, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ont dû. Puis il y a également aussi des lobbies qui agissent pour conserver leurs prérogatives, notamment. Je pense qu'en comptabilité, il doit y avoir des experts comptables qui ont dû un peu peser pour conserver des prérogatives, pour conserver cette complexité administrative qui leur permet d'être le lien entre l'État et l'entreprise. Autre exemple qui illustre vraiment le poids du lobbying, les OGM, c'est un vrai scandale. C'est-à-dire qu'en France, il y a eu tellement de lobbying, en Europe plutôt, il y a eu tellement de lobbying qu'effectivement les OGM sont interdits d'importation, mais en même temps,
d'exportation, non, excusez-moi, d'importation, mais en même temps, on importe du soja et des tourteaux de colza des États-Unis ou d'Amérique latine. Non, pour nourrir le bétail. C'est-à-dire que nos vaches sont nourries avec des produits OGM, donc lesquels OGM se retrouvent ensuite dans notre viande, mais en revanche, on interdit aux agriculteurs de cultiver des plants OGM. Pour rester dans le monde du travail, vous auriez tendance dans votre ouvrage à penser que plus le code du travail est épais et lourd, plus il y a de chômage. Est-ce que c'est un fait qui se vérifie dans les chiffres? Alors on avait pris les différents codes du travail dans quelques pays en Europe et on avait comparé avec les taux de chômage. Et on s'était rendu compte, qu'effectivement, plus le code du travail était épais, et plus le taux de chômage était élevé. Alors pour revenir sur le Code du travail, en 1978, le Code du travail français faisait une petite centaine de pages. Aujourd'hui, il fait 3700 pages. Alors certes, il y a des commentaires d'articles, il y a peut-être d'autres choses, mais donc il fait 1,5 kg. Et donc en l'espace de 40 ou 50 ans, d'un demi-siècle, ça a été multiplié l'épaisseur a été multipliée par 37. Alors, est-ce qu'on est mieux protégé pour autant? Ça, je ne sais pas. Il y a pas. Vous faisiez également un comparatif du nombre de pages du journal officiel en 1974 à celui de 2018 qui fait 77 000 pages par an. Alors qu'en 1973, il faisait 13 000 pages. Alors, faut dire qu'il y a quand même pratiquement, il y a plus de 70 codes en France, donc il faut bien nourrir ces codes. Donc, ce qui explique les 78 000 pages du journal officiel. Vous en prenez un petit peu aux banquiers au début de l'un de vos chapitres. Vous posez cette question, les banquiers sont-ils de super menteurs, de super tricheurs, de super voleurs? Est-ce que, au fond, les réformes qui ont été engagées après la crise de 2008, la crise des subprimes, nous permet d'échapper, ou en tout cas de nous prémunir d'un futur krach? Alors, on commence par poser cette question, mais ensuite par démontrer qu'au contraire, ils ne sont pas des super menteurs. Mais en fait, ils sont victimes de la réglementation européenne. Alors c'est pareil, ça part toujours d'une bonne intention, c'est-à-dire que Bruxelles a voulu légiférer suite à la crise de 2007. Donc vous avez eu plusieurs réglementations, MiFID 1, MiFID 2, et puis la dernière en date qui s'appelle DICI, et qui vise à protéger l'investisseur de tous les risques. Donc, qui doit être informé en permanence. Qui doit être informé en permanence. Mais finalement, on se rend compte que toutes ces directives ont provoqué d'abord une moindre appétence au risque, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'investisseurs qui s'intéressent aux produits financiers et à la bourse, et puis qu'ensuite, au sein même du secteur financier, les analystes ont perdu énormément de poids. C'est-à-dire que l'obligation de séparer l'analyse de la vente dans les sociétés de gestion et l'obligation de rendre gratuites les analyses financières ont fait que finalement, les investisseurs ont vraiment été détournés. Et au contraire, non, pour répondre à votre question, ça ne nous protège pas du tout d'un krach. Au contraire, puisque vous avez moins de personnes qui suivent attentivement et qui analysent les valeurs cotées en bourse, eh bien, les risques de krach sont d'autant plus importants. Et puis, on voit la multiplication des bulles, que ce soit sur les valeurs technologiques ou dans d'autres secteurs très ciblés. Est-ce que c'est l'Union européenne qui décide de l'inflation de ces normes ou est-ce que, au fond, c'est l'État français qui prend l'initiative? Il y a les deux. D'un côté, il y a les lois typiquement françaises, puis après, il y a les applications dans la réglementation française de tout ce qui a été fait, en Europe. Alors, ce qui a été fait en Europe, de temps en temps, il y a quand même. Faut le reconnaître, il y a quand même des choses importantes, mais il y a des choses quand même qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire, dès lors, si vous allez chez votre poissonnier, vous verrez qu'il y a le nom du poisson qui est en latin. C'est une obligation européenne, donc ça a été transcrit en réglementation française. Mais ils interviennent également sur la définition de la pizza napolitaine, les pommeaux de douche, le débit des robinets. Alors, et c'est là-dessus, ce genre de détails, ce genre de définition que beaucoup de personnes se moquent de l'Europe en disant ça part un peu dans tous les sens, quoi. Est-ce que la France est un peu à la remorque de l'Union européenne ou est-ce que justement elle fait toujours laver plus blanc? Elle fait du zèle. Elle fait du zèle. Oui. Vraiment, c'est la conclusion. Notamment sur les ondes magnétiques.
Elle est allée un peu plus loin que ce que préconisait la Commission européenne. Donc, ou bien sur tout ce qui est produits agricoles, phytosanitaires, bien sûr les glyphosates, mais les semences enrobées, on a eu un cas là tout récemment qui met le feu vraiment dans les campagnes. Les betteraviers, donc les producteurs de betteraves qui avaient la possibilité de planter des semences enrobées d'un nicotinoïde pour empêcher la prolifération de maladies, c'est la France qui a décidé de supprimer ces produits, donc en 2018, et puis on a vu que les rendements, déjà l'année dernière, baissaient. Cette année, c'est catastrophique. Vous n'avez plus une betterave dans les campagnes qui n'est pas soit attaquée par des pucerons, soit par la maladie de la jaunisse. Et en fin de compte, là, même la CGB a lancé un appel en disant attention, la France, qui est le premier producteur de betteraves au monde, va baisser sa production de 800 000 tonnes, ce qui est énorme, et que finalement, effectivement, l'État français a demandé à revenir sur cette interdiction, c'est-à-dire que dès l'année prochaine, les betteraviers vont de nouveau avoir le droit de cultiver les semences enrobées. Donc on a perdu 2 ans, on aura fichu en l'air toute une filière, parce que derrière les betteraviers, il y a les sucreries. Les sucreries font des betteraves, font effectivement du sucre, mais aussi de l'éthanol. Les betteraves, elles doivent être transportées dans les campagnes, donc c'est les camionneurs aussi qui sont... vous voyez, toute une filière est mise à plat parce que l'État français aura pris une directive qui, 2 ans plus tard, sera annulée. On marche sur la tête. Mais souvent, dans l'agriculture, l'État français ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire ils vont, par exemple, ils vont interdire un produit. Donc souvent, les agriculteurs, parce qu'ils vont voir des baisses de rendement, vont arrêter de produire ce fruit ou ce légume. Alors si on prend par exemple le cas des cerises, aujourd'hui il y a une baisse de la production des cerises en France, mais en revanche... Et une flambée des coûts. Mais en revanche, la consommation reste identique. Ça veut dire qu'il y a des importations de cerises qui viennent d'Espagne, de tous les pays que vous voulez, où là on ne sait absolument pas comment ils sont produits. Donc ça se trouve, ils sont produits avec des produits interdits en France. Donc c'est au lieu de... C'était le cas effectivement pour les cerises qui venaient d'Afrique du Nord. Alors vous parlez d'un règlement, le règlement général sur la protection des données, le RGPD, que le Parlement européen avait qualifié de quelque chose qui pourrait servir l'humanité. Pour vous, il s'agit d'un véritable cauchemar pour les entreprises. Qu'est-ce que c'est que ce RGPD ? Alors c'est tout ce qui concerne la protection des données personnelles. Donc si vous voulez voir un exemple précis de la RGPD, dès lors que vous faites une recherche sur votre téléphone portable, vous avez à un certain moment, vous aurez souvent d'ailleurs, à chaque fois que vous arrivez sur une page, est-ce que vous acceptez ou pas les cookies, les machins, tout ça. Ça, c'est le RGPD. Donc, alors pour les entreprises, donc ça c'est le côté consommateur, mais pour les entreprises, c'est un enfer, parce qu'il faut qu'elles déterminent la provenance des données, quelles données vont être utilisées ou pas. Donc généralement, on considère que c'est un coût de 60 000 € au minimum par entreprise. Alors pour les grandes entreprises, ça va... 60 000 € pour les PME. Pour les PME. Et au total, 1,2 milliard d'euros pour la France. Et pour une entreprise, ça se passe en 6 étapes. Et la dernière étape étant... ce que nous avons eu, ce que je pense beaucoup de salariés ont eu, c'est une formation obligatoire au RGPD, à la protection des données, où il fallait écouter des vidéos et répondre à des petits questionnaires. Donc voilà, c'est partie des lourdeurs administratives. Alors on est en pleine crise du Covid-19, même s'il y a de moins en moins de personnes qui meurent de cette épidémie aujourd'hui. Est-ce que l'excès de normes en France a pu nuire justement à la gestion de cette épidémie ? Alors ça a nui de manière... alors d'un point de vue médical, il n'y a pas de normes. Ce sont des méthodes qui sont définies et qui sont remises à jour régulièrement par les autorités de santé. Donc c'est pas réellement des normes. Mais en revanche, par exemple, pour tous les gens qui ont fait des masques, les masques devaient répondre aux normes AFNOR en France. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans la fabrication de masques, mais dès lors que vous avez un masque et que vous voulez le faire certifier, ça coûte de l'argent. Donc ils n'ont pas pu, certaines entreprises n'ont pas pu faire certifier leurs masques, donc on est obligé d'arrêter la production de masques
qui sans doute correspondaient aux normes, répondaient aux normes, mais parce que ça coûtait de l'argent, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ont été obligés d'arrêter. Et donc, tuant les bonnes volontés qui voulaient effectivement produire des masques. Le sacro-saint principe de pollueur-payeur en matière environnementale, est-ce que c'est un principe qu'il faut continuer à mettre en valeur en France, ou est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui peut nuire à l'investissement aux entrepreneurs ? Alors je dirais plutôt que plutôt que le pollueur-payeur, ça serait celui qui fait les normes devrait se rendre compte sur le terrain de ce que cela coûte à la personne à qui il dit de suivre cette norme. Parce que la norme a un coût. Les vendeurs d'eau en bouteille, par exemple. Alors les vendeurs d'eau en bouteille, alors ça c'était une norme européenne. Il y avait une norme européenne et qui avait et donc les Européens ont travaillé pendant à peu près 3 ou 4 ans sur donc il y a des chercheurs allemands et ils sont arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas mettre sur une bouteille d'eau il fallait pas mettre sur une bouteille d'eau que l'eau pouvait qu'elle permettait de se déshydrater. Voilà, c'est ça. Que l'eau permettait de se déshydrater. Bon, il a fallu 4 ans d'études pour arriver à cette conclusion. Obligeant l'entreprise qui avait produit ces bouteilles d'eau à jeter dans toute sa production de bouteilles où il était marqué cette eau permet de lutter contre la déshydratation. Et vous abordez aussi le logement. Les prix en 10 ans ont doublé. C'est le résultat de votre enquête que vous expliquez bien dans votre livre. Est-ce qu'on est mieux logé aujourd'hui qu'autrefois ? Alors, il manque toujours 500 000 logements en France. Ça fait 20 ans qu'il manque 500 000 logements. Et c'est vrai que là, en matière d'immobilier, on a eu quand même la championne en tant que ministre du Logement, qui était donc Cécile Duflot. C'est François Hollande. Voilà, qui d'entrée de jeu a déclaré « Je suis quelqu'un qui aime les normes ». Et donc, effectivement, on a vu que son bilan était finalement désastreux, puisque vous avez eu la loi Allure, avec l'encadrement des loyers, la loi Duflot avec le dispositif fiscal qui remplaçait le cellier, certes, mais il y avait surtout l'encadrement des loyers. Et tout ça, finalement, ça a conduit à quoi ? À décourager les bailleurs, puisque aujourd'hui, vous n'avez vraiment plus envie d'acheter un logement pour le mettre en location. Vous avez de telles normes et de telles obligations à respecter pour pouvoir mettre en location votre logement, en plus avec une garantie de ne pas être payé, et où on voit que le locataire est toujours mieux protégé finalement que le propriétaire. Donc une fois encore, on a découragé les propriétaires et les bonnes volontés. C'est vrai que Georges Pompidou, dès les années 60, avait déclaré que le pays en crevait de ces normes. Pourquoi est-ce qu'on continue à en pondre, l'État français continue à pondre autant de normes alors que justement on peut voir tout ce que ça va dans le mauvais sens ? Est-ce que c'est pour faire plaisir à celui qui l'a édicté, qui va pouvoir placarder sur son texte, c'est moi qui l'ai fait ? Mais que le gouvernement accompagne l'évolution de la société, je pense à tout ce qui est nouvelles technologies, soit sûrement que chaque secteur a besoin d'être réglementé. Mais ce qu'on demande aujourd'hui au gouvernement, c'est qu'il y ait un travail de simplification qui soit fait. C'est-à-dire qu'on fasse un grand ménage parmi toutes ces normes qui sont inutiles, qui sont inappropriées, qui découragent l'entrepreneuriat, qui découragent les agriculteurs. Tout ça, il faut faire ce grand nettoyage. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre, finalement. Et alors, comparé à d'autres pays, eux, il y a des pays qui sont beaucoup plus pragmatiques, c'est-à-dire qu'ils font une loi, une norme, puis au bout de 6-7 mois... Des pays hors UE ou à l'intérieur de l'Union européenne ? À l'intérieur de l'Union européenne. Et après, ils vont regarder un peu ce qu'a fait la loi. Quels sont les résultats. Quels sont les résultats. Et il me semble que l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, a fait... Donc le Royaume-Uni vérifie si sa norme ne va pas rendre ses propres entreprises moins rentables que que les autres européennes. Donc il y a vraiment un contrôle. On regarde a posteriori. Alors il y a un travail qui a été fait quand même en France avec le Conseil de simplification qui avait été présidé par M. Poitrinel, M. Mandon. M. Poitrinel qui écrit la postface d'ailleurs. Et donc ils ont quand même pris 300 mesures. Mais ils nous ont dit il aura fallu en prendre au moins 3000. Mais c'est là où on voit que finalement la France n'en a pas grand-chose à faire de la simplification, puisque dans le décret de création
du Conseil de simplification était indiqué, je crois que c'est dans l'article 1er, que ce Conseil était créé pour une durée de 2 ans. Donc, 2 ans après, on savait que le travail allait s'arrêter. Donc la France ne se décide pas vraiment à creuser pour simplifier une fois pour toutes. Est-ce que cette commission, enfin, vous allez la défendre puisqu'il a signé la postface, mais est-ce que cette commission pour la simplification, c'est pas une énième commission, un peu comité Théodule, pour refaire de la norme sur des normes, pour essayer de dire qu'on va faire moins de normes ? Ce qui est terrible, c'est que finalement, Guillaume Poitrinal n'a pas pu faire le travail qui lui était demandé, justement parce il a mis des bâtons à héros. Oui, parce qu'il y a trop de lobbying, et puis parce que finalement, chaque secteur est là à vouloir protéger ses propres intérêts. Sans compter les freins politiques auxquels il a pu faire face. Il faut faire table rase de cette situation, ou est-ce qu'il y a du bon encore à garder ? Est-ce qu'il faut tout reprendre à zéro ? Non, je pense parce que c'est tellement devenu devenu illisible. Enfin, nul n'est censé ignorer la loi. Vous le dites dans votre ouvrage, c'est un adage qu'on apprend à la fac de droit. Mais enfin, là, c'est... Il faut remettre à plat, bien sûr qu'il faut garder, conserver certaines réglementations, mais il faut remettre à plat l'ensemble pour justement faire ce travail en profondeur dont on vient de parler. Oui. Marie de Greff-Madelin, Frédéric Payat, je rappelle le titre de votre ouvrage, Normes, réglementation, mais laissez-nous vivre, c'est édité chez Plomb. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de TV Liberté.